Voilà, j'accueille Augustin de Romanet, le président d'ADP Aéroport de Paris. Augustin de Romanet, soyez le bienvenu. Bonjour Eric Revel. Alors, vous le savez, le thème principal des 23e entretiens économiques d'Aix-en-Provence, c'est recréer l'espoir dans un secteur comme le vôtre, qui est quand même montré du doigt, attaqué sur sa transition énergétique, écologique. Recréer l'espoir, ça veut dire quoi? Recréer l'espoir, ça veut dire qu'on a foi en la science et qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les catégories d'industriels, de prestataires de services qui travaillent dans le domaine aérien savent que la soutenabilité du développement du transport aérien, ou même de l'existence du transport aérien, il ne s'agit pas forcément de le développer à tout craint, mais la soutenabilité d'un service qui est quand même un facteur d'émancipation, un facteur de partage des cultures, passe par l'innovation technique et passe par l'utilisation de carburants durables, les avions électriques, les avions hydrogène, etc. Aujourd'hui, d'après vous, l'évolution du transport aérien, c'est plus des carburants de synthèse, plus l'hydrogène, plus l'électrique. Est-ce qu'on imagine un jour, par exemple, que des passagers, peut-être l'avez-vous déjà testé à l'aéroport de Paris, accepteraient de monter dans un avion électrique ou à hydrogène ou même à carburant mixte? Je pense qu'il faut que les passagers soient tout à fait rassurés. Ils ne monteront jamais dans un avion qui n'est pas certifié par le HASA, qui est l'organisme de certification aérienne le plus rigoureux au monde, qui nous est d'ailleurs envié par le monde entier. Donc il est clair que nous avons par exemple des projets d'aviation avec des piles à combustible qui seront en action dès les années 2028-2030. Donc oui, il y aura une possibilité pour des particuliers d'utiliser des avions ainsi propulsés. Comment expliquez-vous que le transport aérien est autant ciblé, autant montré du doigt, alors qu'on sait que historiquement, aujourd'hui, c'est quelques pourcentages finalement des émissions de CO2? Pourquoi? Il y a deux raisons particulières qui expliquent que le transport aérien soit pris comme bouc émissaire. La première raison, il faut faire un peu son mea culpa, c'est que pendant très longtemps, le transport aérien a estimé qu'il était un petit peu hors sol, c'est le cas de le dire, et qu'il pouvait s'exonérer des contraintes qui s'exposaient à tous les autres. Au point d'ailleurs que le transport aérien n'avait pas les mêmes règles que celles qui s'appliquent dans les conférences des parties et qui n'appliquaient pas les normes de tous les autres secteurs. Il avait ses propres normes. La grande nouveauté, c'est qu'en septembre 2022, à l'Organisation de l'aviation civile internationale, les pays de la planète se sont engagés à un engagement de décarbonation du transport aérien d'ici 2050. Donc le transport aérien est rentré dans le rang et nous qui sommes des acteurs de l'écosystème, nous voyons qu'avant 2019, les compagnies aériennes considéraient que le dernier goutte de kérosène serait pour elles et elles n'étaient pas très désireuses d'acheter des carburants durables parce qu'elles savaient que ça coûterait très cher. Aujourd'hui, le monde a totalement changé. Et là où en 2019, les compagnies disaient « jamais nous n'achèterons de carburant durable parce que c'est trop cher », aujourd'hui, elles en réclament à corps et à cri, même si c'est plus cher que le kérosène normal. Il y a une concurrence assez forte sur les plateformes avec des compagnies aériennes. Est-ce qu'on est certain que Roissy, Orly, quand on voit l'alliance par exemple entre KLM, Air France et Schiphol, est-ce qu'on est certain que le transport aérien et son développement laissera à la France une place prépondérante? Non, il ne faut rien considérer comme acquis. Et l'existence de cette richesse pour la France qui est la plateforme de Charles de Gaulle avec 130 000 salariés, avec une contribution au PIB de la France qui, dans la dernière étude que nous avions faite en 2017, représentait à peu près 35 milliards de PIB par an, l'équivalent du PIB de la Lituanie ou du Ghana, eh bien cette création de richesse n'est pas du tout un acquis et c'est la raison pour laquelle nous sommes très attentifs à maintenir la capacité pour Charles de Gaulle d'être un hub et à Orly d'être un aéroport origine-destination. Augustin Romanet, j'aimerais aussi vous interroger sur le contexte particulier dans lequel la société française se trouve aujourd'hui. Alors d'un côté, on a une inflation forte, des pertes de pouvoir d'achat, peut-être une crise du logement qui se profile, on ne produit plus assez de logements. On a eu les émeutes auxquelles on a assisté. Quel regard vous portez sur cette évolution, cette régression de la société française? Alors ce qu'on peut dire, c'est que ça n'est pas spécifiquement français, que de voir que la notion de responsabilité s'est beaucoup atténuée. Ça a beaucoup à voir avec les cycles historiques, les guerres sont lointaines, les générations aujourd'hui ont pu être dans une certaine mesure élevées dans l'assistanat, en tout cas avec une présence de l'assistanat supérieure à celle des générations précédentes. Si vous ajoutez à cela une dislocation de la famille avec une perte de la notion même d'autorité dans les familles monoparentales, et il ne faut surtout pas en vouloir
aux personnes qui élèvent seules des enfants, c'est extrêmement difficile, en particulier pour des femmes, parce que quand il n'y a pas d'autorité paternelle dans une famille, ça conduit à des situations qui sont incontrôlées. Donc quand vous additionnez cette période du cycle dans laquelle la responsabilité, mais à tous les niveaux, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les familles, l'idée qu'on soit responsable de ces actes est pour le moment atténuée. Donc si vous ajoutez à cela des difficultés particulières de nos quartiers, qui avaient été bien identifiées notamment par Jean-Louis Borloo, les difficultés aussi, il faut bien le dire, de concentration de personnes de la même catégorie, du même groupe ethnique, du même groupe religieux, dans des endroits qui ne sont pas particulièrement bien aménagés, ça vous conduit à cette situation. Vous diriez que la société française, plus que d'autres, a détricoté la notion d'autorité? Ce qui est vrai, c'est que la société française est extrêmement centralisée. Tous décident de Paris. Et donc, il n'y a peut-être pas les checks and balances de pouvoirs locaux, d'initiatives locales qu'on peut retrouver en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en Grande-Bretagne. Sur le maillage d'aéroports en France, Augustin Romanet, on parle souvent quand on parle d'ADP, d'Orly, de Roissy, voire de Nice. Mais il y a plein d'autres terrains. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de concentration de ces terrains? Certains terrains peuvent fermer? Je ne crois pas que sur le long terme, on assiste à beaucoup de fermetures de terrains. La France est le recordman en Europe du nombre de terrains. Il y a plusieurs centaines de terrains d'aviation. D'une part. D'autre part, lorsque vous fermez un terrain d'aviation, il y a énormément de difficultés à le réouvrir à raison des procédures environnementales que vous connaissez. Et je crois profondément que l'avion électrique va bouleverser les usages de l'avion. Puisque lorsque vous aurez la possibilité d'avoir des avions électriques, des petits modules de 15 à 20 places, cela va révolutionner le recours à l'avion pour des liaisons transversales par exemple. Si aujourd'hui vous voulez aller de Biarritz à Strasbourg ou de Manosque à Charleville-Mézières, vous avez une faculté de prendre le train, mais c'est long et c'est cher. Et vous ne pouvez pas faire l'aller-retour dans la journée. Donc je crois que beaucoup d'aéroports régionaux de petite taille pourront héberger des avions électriques de petite taille. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut changer ou modifier le métier d'aéroport de Paris? Et question liée à celle-là, les cyberattaques, par exemple quand on parle du contrôle aérien, par exemple, fait frémir un peu. Est-ce que l'intelligence artificielle arrive dans vos métiers? Comment ça va changer les choses? Et comment est-ce que vous prémunissez Bien sûr, du cyber-risque? l'intelligence artificielle, elle va pouvoir moderniser nos métiers. Je citerai simplement deux illustrations. Au moment des Jeux Olympiques, nous allons avoir une quantité astronomique d'autobus qui vont venir récupérer les athlètes. Prévoir le moment de l'arrivée, le moment du garage, le moment du redépart, va nécessiter de très fortes puissances de calcul qui vont mobiliser l'intelligence artificielle dite passive. Vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle qu'on appelle génératrice ou générative, qui va par exemple nous permettre de répondre à des demandes de passagers qui pourront s'exprimer dans une multitude de langues. Le passager du Sri Lanka qui arrive à Paris et qui vient de rater sa correspondance pour la Colombie, eh bien, il trouvera des machines à qui il pourra poser des questions toutes plus complexes les unes que les autres sur la faculté qu'il a de vivre dans l'aéroport alors qu'il n'a pas de visa de transit pour pénétrer sur le territoire. Sur le risque cyber, par exemple? Le risque cyber, c'est un risque majeur. C'est peut-être la pandémie digitale du XXIe siècle. Voilà, qui nous conduit à avoir des équipes de plus en plus performantes et de plus en plus affûtées parce que nous subissons plusieurs dizaines d'attaques cyber tous les jours. C'est notre quotidien. Alors vous parliez des Jeux Olympiques, Augustin Romanet, il y a aussi la Coupe du Monde de rugby en septembre. Quand on arrive et qu'on a un touriste étranger, le premier contact qu'on a avec le pays d'accueil, c'est l'aéroport. La façon dont on est reçu, donc vous avez fait beaucoup de travaux à Roissy, notamment dans ce terminal. Est-ce que les pouvoirs publics mettent une pression supplémentaire aujourd'hui pour que ADP soit au top du top pour donner la meilleure image possible à ces touristes arrivant? Oui. Alors, distinguons bien la responsabilité. L'État n'est pas responsable de l'accueil dans l'aéroport, dans les zones qui sont gérées par l'aéroport de Paris. C'est notre responsabilité. En revanche, l'État est responsable s'agissant du nombre de policiers pour les frontières. Force est de dire que nous collaborons de mieux en mieux et qu'aujourd'hui, avec la direction centrale de la PAF et son directeur Fabrice Gardon, nous sommes en contact permanent. Nous avons, pour la saison été 2023, beaucoup plus de paraphes qu'auparavant,
des systèmes automatisés de contrôle de frontières. À Charles de Gaulle, nous en avons 17 en plus. Nous avons élargi le nombre de pays hors Schengen qui peuvent utiliser Paraf et au départ et à l'arrivée. Au départ, nous avons désormais une soixantaine de pays qui peuvent utiliser Paraf. À l'arrivée, près de 90. Et nous allons par ailleurs mettre beaucoup plus de personnes humaines pour gérer les files d'attente. Prioriser les personnes âgées, les familles, les personnes handicapées et organiser des files d'attente de façon à ce que lorsqu'elles sont parfois de 25 à 30 minutes, ce qui, je vous le dis clairement, est insupportable pour moi, ça soit supporté de la façon la meilleure possible par les passagers. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Dernière question, Augustin de Romanet. L'évolution capitalistique d'ADP, bon, elle a été contrariée il y a quelques années. Est-ce que l'ouverture du capital, est-ce que la privatisation d'ADP est toujours un sujet qui est sur la table avec les pouvoirs publics? Écoutez, la dernière fois qu'un membre du gouvernement s'est exprimé devant les journalistes, c'était en Inde, lorsqu'il est venu visiter nos installations il y a quelques mois, et il a indiqué que ça n'était pas à l'ordre du jour. Et ce serait un plus par rapport à vos concurrents ailleurs dans le monde, ou bien c'est quelque chose dont vous pouvez vous passer? Alors, j'ai toujours dit que l'identité de mon actionnaire ne changeait strictement rien à ma détermination de faire mon métier. Je ne vais pas mieux faire mon métier parce que mon actionnaire est privé ou actionnaire public. En revanche, il est possible que pour créer plus de valeur, pour plus nous développer à l'étranger, pour ouvrir le capital, pour réaliser des investissements, la dilution de l'État soit un jour ou l'autre utile. Mais alors je vous parle, ça n'est pas d'actualité et nous pouvons très bien nous développer avec l'actionnariat qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire l'État à 51%. Vous avez aussi beaucoup développé le savoir-faire d'ADP à l'étranger en construisant aussi des aéroports. Est-ce que ça continue sur le même trend? Est-ce qu'ailleurs dans le monde, on fait toujours aussi confiance à la France? Oui, on fait confiance à la France, mais pour nous, il faut digérer déjà ce que nous avons acquis. Nous avons fait une énorme acquisition en Inde, puisque nous avons acquis 49% d'un groupe indien qui gère Delhi, Hyderabad, Goa, Bogapuram, Nagpur et des aéroports en Indonésie et en Crète. Donc il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Commençons par bien intégrer toutes les acquisitions que nous avons faites depuis 5 ans. Et ensuite, vous continuerez de développer le modèle à l'étranger. Je pense qu'il existe une spécificité de la qualité française du duty-free, des lounges, de l'accueil, de l'exploitation aéroportuaire qui mérite d'être valorisée. Vous êtes content des boutiques, du chiffre d'affaires que font les boutiques, très content. Plutôt de luxe? Nous avons des équipes au sein d'ADP qui sont parmi les meilleures en Europe pour offrir aux passagers ce qu'ils demandent. Quand je suis arrivé au sein du groupe ADP, je me disais qu'il y avait trop de luxe et qu'il fallait introduire des produits de moyenne gamme. Cela a été un échec. Les clients nous disent qu'ils veulent du luxe dans nos aéroports. Mais encore faut-il leur offrir les bons produits, les bonnes marques au bon moment et surtout au bon prix. Merci beaucoup, Augustin de Romanet, beaucoup. président d'ADP. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À tout à l'heure.